À 44 ans, Mark Barton est un trader qui rêve de faire fortune rapidement. Mais les marchés ne lui sont pas favorables. Alltech Investment Group est la deuxième entreprise à le congédier. Il a placé $50 000 au départ. Il a gagné beaucoup d'argent, a fait le plein, si l'on peut dire. Et dans les mois qui ont suivi, il a tout perdu. Il disait haïr les gens qui étaient responsables de sa ruine. Et il était bien décidé à se venger. Le 29 juillet 1999, Barton se présente au bureau d'Atlanta de Momentum Securities, la première entreprise à lui avoir fermé ses portes. Il est allé voir le directeur et a commencé par lui. Il l'a abattu. Puis il a fait le tour du bureau en tirant sur tout le monde. Et Mark Barton ne fait que commencer. L'entreprise Alltech se trouve juste en face du lieu de son premier massacre. Brent Donan, le directeur, est dans une salle de conférence lorsque Barton arrive. Il a ouvert la porte, a passé la tête et a dit, tout sourire, « Viens voir, ça va te plaire. » J'ai quitté la salle de réunion. Il a levé sa chemise, a sorti 2 pistolets et s'est mis à tirer. La première balle m'a touché en pleine poitrine, la seconde dans le bras droit. Je me suis écroulé. Puis il s'est tourné et s'est dirigé vers cette longue rangée de bureaux et s'est mis à tirer sur les traders, l'un après l'autre. Blessé mais conscient, Brent Donan se défend. Il visait l'une de nos opératrices, Nell. Elle était à 1 mètre de lui et il visait sa tête. Je me suis jeté sur lui et je l'ai déséquilibré juste assez pour que la balle atterrisse dans son écran d'ordinateur. Il a tiré encore 3 fois sur moi, dans le dos, dans le bras, puis j'ai réussi à m'enfuir dans le couloir jusqu'à l'ascenseur de service. Le temps que Brent Donan soit blessé, la police arrive sur les lieux du premier massacre. Barton parvient à s'échapper. Pour l'instant, nous avons 9 victimes. La personne qui a commis ces crimes se nomme Mark Barton. Barton est en cavale. Il n'ira pas très loin. À environ 19h45, la police encercle sa camionnette dans une station-service. Barton retourne son Colt 45 contre sa tempe et tire. Mais ce sombre récit n'est pas terminé. Ce soir-là, chez Barton, à Stockbridge, en Géorgie, la police découvre les corps de sa femme et de ses 2 enfants. Barton les a tués à coups de marteau 2 jours avant sa tuerie au bureau. Au total, Mark Barton a tué 12 personnes, dont sa femme et ses enfants. Quand on se penche sur ce type, on se rend compte que c'était un malade mental que la société n'avait pas repéré. Moi non plus, je n'avais rien remarqué. Les États-Unis sont sous le choc. Mais 4 jours après la tragédie, l'entreprise Alltech rouvre ses portes. Nous avons été suivis par des psychologues qui sont venus tout de suite après la fusillade pour nous soutenir et aider nos traders à survivre à ces événements. Je les ai reçus un à un et je leur ai dit « Parlons de ce qui vous attend ». Mais tout de suite, ils se sont préoccupés de l'état du marché, de comment se portaient leurs actions. Ils se sont remis au travail tout de suite. Brent Donan passe 2 semaines à l'hôpital suite à ses blessures. Le 29 septembre, il reprend le travail lui aussi. Ils ont dû enlever une partie de mon poumon gauche, 1/3 de mon foie, un bout de diaphragme, ma rate et une côte. Mais tout le reste fonctionne parfaitement bien jusqu'ici. En 2006, Brent écrit un livre sur les terribles événements de ce jour de juillet 1999. On peut toucher le fond, ramasser les morceaux et aller de l'avant. Pour moi, c'est une leçon de vie. En 2005, on a enregistré en tout 23 meurtres par arme à feu en Grande-Bretagne. Nous en avons 32 par jour aux États-Unis. L'absence relative de violence par arme à feu en Grande-Bretagne rend les événements du 13 mars 1996 d'autant plus difficiles à comprendre.
À 9h25, Thomas Hamilton, un ancien guide scout de 43 ans, entre dans l'école primaire de Dunblane, en Écosse. Il portait 4 pistolets, dont 3 9 mm semi-automatiques et un revolver. Hamilton se dirige vers le gymnase. Monsieur Hamilton pensait que l'assemblée commençait à 9h30. Il comptait entrer dans la salle où se tenait l'assemblée et massacrer tout le monde. Mais il n'y a pas d'assemblée. Hamilton tombe sur 3 professeurs et 29 élèves de 5 et 6 ans qui se préparent pour un cours d'éducation physique. Sans un mot, il ouvre le feu. L'enseignante Gwen Mayer, 44 ans, tente de protéger les écoliers avec son corps. Elle est l'une des premières victimes. 2 autres enseignants étaient présents. Ils ont fait entrer le plus d'enfants possible dans la réserve, où ils leur ont dit de se coucher. Les enfants courent et s'enfuient. Hamilton les poursuit en tirant. Il tirait à la fois à l'aveugle et en visant. 16 écoliers et une enseignante sont tués. 12 autres élèves et 2 professeurs sont grièvement blessés. Pour finir, Hamilton retourne l'arme contre lui. Lorsque la police fouille sa maison, elle trouve les preuves d'une obsession. Sans exagérer, on peut dire qu'il avait un intérêt malsain pour les jeunes garçons. Plusieurs théories surgissent alors sur les motifs de Hamilton ce jour-là. Il avait l'impression d'être une victime. Depuis des années, il se voyait refuser la permission de monter des clubs de garçons. Ça l'a rendu de plus en plus furieux. Et pour finir, il a décidé de se venger. Il n'y a pas meilleur moyen de se venger de ses tourmenteurs qu'en tuant leurs enfants. Après le massacre, une nation scandalisée persuade la Chambre des communes d'interdire les armes de calibre supérieur à 22. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne possède l'une des réglementations du port d'armes les plus strictes du monde. C'est incroyable qu'en Grande-Bretagne, après la tragédie, ils aient pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Et c'est ce que nous ne faisons pas aux États-Unis. Le gymnase où le massacre a eu lieu est démoli le mois suivant. En 2 ans, l'école primaire de Dunblane tout entière est reconstruite. Ils ont voulu effacer toute trace de cet événement. Cette école symbolisait un cauchemar. Un mémorial aux 16 écoliers victimes et à leurs professeurs est érigé dans un cimetière voisin. « 18 juillet 1984. Nous sommes à San Isidro, dans le sud de la Californie, à 3 km de la frontière mexicaine. James Huberty et sa famille ont passé la matinée au zoo de San Diego. James Huberty était paranoïaque depuis longtemps. Et il faisait aussi collection d'armes à feu. Les armes et les maladies mentales ne font pas bon ménage. Cet après-midi-là, quand Huberty quitte sa maison, il dit une phrase sinistre à sa femme. Ce type a dit « Je vais chasser. Je vais chasser l'homme. » Dans un sac, Huberty emmène un pistolet, un fusil de chasse et un fusil semi-automatique. Puis il monte dans sa vieille voiture cabossée. Aux alentours de 16 heures, il arrive au McDonald's à 2 pâtés de maison de chez lui. Il est descendu calmement de voiture et a tiré sur 2 garçons qui faisaient du vélo. Puis il est entré dans le restaurant et s'est mis à tirer sans prévenir. J'étais derrière, je remplissais les congélateurs pour l'heure de pointe. J'ai entendu des coups de feu et j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est une attaque méthodique et impitoyable. Il a dit à tout le monde de se coucher, de s'allonger par terre. Et il s'est mis à abattre les gens de sang-froid. Huberty tire plus de 300 coups de feu. Les clients qui s'enfuient sont abattus dans le dos. Ceux qui ne bougent pas sont abattus à bout portant. Au moins 4 personnes sont tuées devant le restaurant, en essayant d'échapper au carnage.
Alberto Leos et 3 autres se cachent derrière, dans la réserve. Ils étaient derrière le comptoir, avec moi. Ils ont tout de suite eu peur et ils se sont couchés par terre sans bouger, pendant qu'il était dans la salle et qu'il exécutait tout le monde. Lorsque la fumée se dissipe, Huberti se guide au son des pleurs des collègues d'Alberto. On a levé les yeux, et il est sorti de nulle part et nous a tiré dessus. Alberto et ses collègues sont laissés pour morts. Mes amis ont été tués. J'ai reçu 5 balles. Puis il s'est retrouvé à court de munitions et est reparti dans la salle, rechargé. J'ai rampé depuis notre cachette jusqu'à l'arrière et je suis entré dans un placard. La police de San Diego arrive 7 minutes après le début de la fusillade. Au départ, on pensait à un braquage qui avait mal tourné. Il a fait le tour du comptoir en tirant. Quand il est allé à l'arrière, on ne le voyait pas bien. C'est ce qui nous a fait perdre du temps. On ne pouvait pas entrer. On ignorait combien de suspects il y avait à l'intérieur. On attendait le reste de l'équipe pour intervenir. Dans ce cas de figure, ils ont dû très rapidement décider de s'engager et d'autoriser les agents à prendre une vie pour en sauver une autre. À 100 mètres de là, un tireur d'élite attend patiemment une ouverture. Le sergent Chuck Foster, qui était posté sur le toit en face du McDonald's, a pu l'entrevoir passer dans la salle, tirer et l'abattre d'une seule balle. 77 minutes de carnage et de destruction chez McDonald's, là où les gens vont manger des Happy Meals. Ce n'est pas un endroit où on s'attendrait à voir ce genre de choses se produire. Quand on est entré, on a dû enjamber les corps des gens qui avaient été abattus et qui étaient allongés par terre. J'ai vu 2 enfants dehors à côté de leur vélo, immobiles, essayant de survivre. 20 personnes mortes, 20 autres blessés, en sang. Il y avait des corps partout. Il s'agissait de trouver qui était encore vivant et qui était blessé, qui pouvait être soigné. L'enquête qui suit révèle que le tueur se savait atteint de troubles mentaux. La veille de l'attaque, cet homme a appelé la ligne d'urgence d'un hôpital psychiatrique. Mais son nom a été mal noté et personne ne l'a rappelé. La question est, quand on a un homme aussi en colère, aussi décidé à agir, un psychiatre peut-il le convaincre à suivre un traitement qui changerait les choses? Pour Alberto Laos, la guérison s'annonce longue. On m'a opéré 5 fois pour retirer les balles de mes bras, de ma jambe et de mon ventre. Puis j'ai été en rééducation pendant 1 an et demi et j'ai vu un psychologue pendant 1 an. Il m'a fallu 10 ans pour enfin tourner la page. 3 ans après la fusillade, Alberto réalise son rêve, devenir agent de police. Chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, je vois mes cicatrices et je me rappelle cet événement. Elles ne me quitteront jamais, mais je serai toujours heureux d'être en vie et de mener la vie dont je rêvais depuis tout petit.